Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Face à Rioufol avec Yvan Rioufol, bien sûr. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Véronique Jacquier est également parmi nous. Vous avez deux invités aujourd'hui, Philippe Juvin et le général Emmanuel de Richouf. Le général Emmanuel de Richouf, un militaire retraité, surnommé le général des banlieues, auteur de Avant qu'il ne soit trop tard, mais où est passée l'unité nationale? Voilà le programme. Face à Rioufol, c'est parti. Vous recevez ce dimanche, puis le général Emmanuel de Richouf est avec nous. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militaire de carrière, aujourd'hui en retraite, dit le général des banlieues, et auteur de Avant qu'il ne soit trop tard. On passe au général Emmanuel de Richouf. Merci d'être avec nous, militaire de carrière, je le disais, aujourd'hui en retraite. Général des banlieues, et vous allez parler de la France avec Yvan Rioufol. Nous parlions de la violence qui s'est institutionnalisée, en tout cas banalisée, et le général de Richouf a une proposition qui va faire sursauter, et qui va ouvrir la polémique naturellement, qui est de vouloir impliquer l'armée l'armée ponctuellement dans certaines banlieues afin de suppléer les dispositifs policiers qui n'arrivent plus à répondre à cette augmentation de la violence. Et vous vous appuyez sur votre expérience que vous avez déjà eue précédemment en banlieue, qui a été précisément d'essayer de faire venir à vous, à travers l'armée, un certain nombre de jeunes des cités. Présentez-nous d'abord votre expérience et dites-nous ensuite comment elle pourrait être généralisée. Écoutez, merci et bonsoir. Si vous voulez, mon expérience a commencé il y a à peu près 15 ans, lorsque s'est posée la question de savoir comment faire pour que des jeunes de banlieue qui sont en déshérence puissent intégrer la société au sens large, c'est-à-dire se sentir français tout simplement par le biais de la langue, de l'histoire et puis d'un travail. Et j'ai travaillé avec deux personnes qui étaient un chef d'entreprise de banlieue du 93 qui cherchait désespérément de la main-d'œuvre, qui n'arrive pas à la trouver, en me disant si je n'ai pas cette main-d'œuvre, je vais être obligé de fermer boutique. Et à côté de ça, des formateurs de banlieue avec qui je suis toujours en relation, qui me disaient mon général, toi qui as toujours des idées, écoute, il faut que tu viennes à notre aide parce que j'ai des jeunes de banlieue qui sont dans les caves, dans les caves et dans les cages d'escalier. J'essaie de les former, mais si je ne leur donne pas finalement chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire trouver un travail, eh bien ils repartiront d'où ils viennent, c'est-à-dire dans la drogue, etc. Et nous avons travaillé en quelques heures, nous avons trouvé un système finalement qui s'est appelé permis sport emploi, où l'emploi était la finalité finalement de ce cursus. Ce cursus dure 6 mois et s'appuie sur des gens de terrain. C'est-à-dire que je ne voulais pas créer une structure autre, encore différente. Vous savez qu'en France, on aime bien créer des structures, et il y a des multitudes de structures qui ne se parlent jamais. On parlait de tuyaux tout à l'heure, et bien c'est bien le drame de la France. Et donc, on travaillait à partir de ces structures. Et donc, pendant 13 ans, j'ai conduit cette opération avec des tas de gens, aussi bien en banlieue parisienne qu'à Lille, Lyon, etc., etc. Donc nous avons sorti, j'allais dire, amené au travail, amené dans la société, à peu près 2000 jeunes. Voilà, donc c'était une certaine fierté puisque nous avions 2000 jeunes, c'est-à-dire que nous avions un taux de réussite sur 6 mois de 80%, 90%. Mais cette expérience, comme vous l'évoquez, n'a pas été prolongée, n'a pas été déployée à mon corps défendant d'ailleurs, puisque je suis allé voir des tas de ministères. J'ai été voir deux présidents de la République que j'ai côtoyés pendant une demi-heure pour leur dire voilà ce que je fais. Mon général, ce que vous faites est formidable. On arrive. J'attends toujours. Voilà, donc, mais c'est la France, hein, donc, si vous voulez. Et ces jeunes, je me suis rendu compte, si vous voulez, que contrairement à ce qui est dit ici et là, dans nos banlieues, nous avons des gens formidables qui s'en sortent. Et ceux qui s'en sortent, j'allais dire, heureusement pour eux, ben, c'est des gens qui ont fait des études et qui, même s'ils s'appellent Abdallah ou Rachida, trouvent chaussures à leurs pieds et rentrent totalement dans la société française où sont chefs d'entreprise, ils trouvent chaussures à leurs pieds. Et par ailleurs, vous avez des tas de gens qui quittent l'école à 13-14 ans, qui sont happés par les banlieues, c'est-à-dire happés finalement par la drogue, par les bandes, par la violence, et qui progressivement quittent la République française.
Et nous avons aujourd'hui, et c'est véritablement inquiétant, et comme j'allais répondre un petit peu en écoutant ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur docteur, ou monsieur le maire, votre expérience très intéressante sur le Donbass, sur l'Ukraine, moi je dirais, si vous voulez, quand je pose mon regard d'ancien militaire et puis, j'allais dire, de général des banlieues, j'allais dire que, comment dirais-je, l'avenir de la France n'est pas l'Ukraine, n'est pas la mer Noire, les bords de la mer Noire. L'avenir de la France, ce sont ses banlieues. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'aujourd'hui, nos politiques, quels qu'ils soient, prennent à bras-le-corps ce problème. Sinon, nous allons vers une scission de la société. Et qui dit scission de la société dit, in fine, une déshérence de notre République. Donc vous allez beaucoup plus loin que votre première expérience, qui était simplement qui était une expérience d'intégration. Là, vous suggérez une expérience d'occupation, si je puis dire, enfin, non, d'occupation militaire. Vous êtes là aussi, vous avez un langage de journaliste. L'occupation, c'est quelque chose, on a l'impression de voir l'occupation. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que véritablement, il faut aujourd'hui, la violence est maintenant telle, dans nos banlieues, telle, que je crois que les mesurettes qui sont prises ici ou là depuis maintenant 20 ans ne répondent plus au défi qui nous est proposé. Je crois que là, véritablement, il y a 3 choses à faire. La première, la première chose, c'est poser le problème. La deuxième, c'est avoir les hommes qui conviennent. Et la troisième, c'est avoir une tactique générale et, j'allais dire, globale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis heurté pendant ces 15 années à un empilement d'administrations, de structures, d'associations, de formations, etc., qui font que, in fine, en bas de l'échelle, en bas dans nos banlieues, où les gens attendent quelque chose de l'État, attendent quelque chose des gens, finalement, il n'arrive rien, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, les milliards qui sont déversés, j'allais dire, favorisent, ou du moins abondent vers ceux qui devraient faire. Donc, je dis ça, il faut véritablement avoir un audit complet et mettre en place une structure interministérielle dont la seule, j'allais dire, mission, c'est véritablement de faire en sorte que les choses avancent. La deuxième chose, c'est avoir les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes qui fassent le boulot, le job. C'est-à-dire que quand vous allez dans une banlieue et que vous avez des jeunes comme des moins jeunes, c'est pas simple. C'est pas parce que vous êtes dans un bureau parisien que vous arrivez en banlieue, vous dites coucou, me voilà, et voilà ce qu'on va faire. On vous écoute pas. Les gens se détournent. Je voyais tout à l'heure ce qui se passait à Marseille tout à l'heure avec un opérateur c'était la vocifération. Les gens ne prennent pas au sérieux. Ils veulent pas voir de Parisiens, etc. Donc, ces hommes et ces femmes, qui seraient-ils? Eh bien, on prendrait d'abord, en premier lieu, celles et ceux qui font déjà les choses et qui les font bien. Qui ne soient pas des rigolos qui prennent de l'argent pour se faire plaisir et en quelque sorte se remplir les poches. Non, on fera. Et puis des militaires. Moi, je pense qu'il y a des militaires, des réservistes, des gens qui quittent les institutions, qui sont parfaitement capables à leur niveau qui serait le leur, en banlieue, de faire en sorte que les jeunes nous écoutent. Les jeunes écoutent. Les jeunes écoutent les militaires. Pourquoi? Parce que ce sont il dit. Je rapporte un peu le truc. Tu es le seul qui nous dit ce que tu vas faire. Tu fais ce que tu dis. Voilà. Donc, tu es honnête. Tu es là. Tu nous écoutes et on te suit. Mais excusez-moi de vous interrompre, mais cette présence militaire dans des cités difficiles pourrait être vue quand même comme un acte de provocation par ceux qui précisément veulent affronter la République et qui affronteraient là des militaires. Est-ce que vous ne craignez pas de susciter un processus de guerre civile? Alors, c'est moi je crains rien, si vous voulez. La question, si vous voulez, vous avez toujours les gens qui vont souffler sur les braises en disant mais des militaires, là. Mais d'abord, ils ne nous connaissent pas. C'est-à-dire que ceux qui disent ça, autour de la table comme ailleurs, ils ne nous connaissent pas. Un militaire, il est armé. Un militaire, il tire. Pour aller former des jeunes, moi, j'avais pas d'armes. J'allais former des jeunes, j'y allais comme ça, je formais des jeunes. J'ai pas besoin d'armes. La formation, on a pas besoin d'armes. En général, vous parlez de militaires force armée ou vous parlez de non, là, je parle de militaires. Une expérience. Expérience militaire, des gens qui ont quitté le service actif et qui sont maintenant à la retraite, comme moi, des gens comme moi qui sont tout à fait capables de faire. Mais vous parlez également de la... Je vais y venir. Alors, je vais y venir. Rapidement, parce que le temps passe vite. Oui, d'accord. Donc là, et puis la troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, véritablement, il faut qu'on ait un cursus. C'est-à-dire qu'on ait les gens, si vous voulez, maintenant, vous leur dites, tu vas passer ton permis de conduire. L'autre, on va lui dire, tu vas retourner à l'école. Il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de continuum. Il faut que les gens aient véritablement une vision des choses sur le moyen et le long terme. Et ça me paraît très, très important, de manière à redonner confiance aux gens. Alors, pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la sécurité dans nos quartiers. La sécurité dans nos quartiers, on ne va pas faire la sécurité dans 1000 quartiers.
quartiers. Aujourd'hui, vous avez 1000 quartiers qui échappent à la République. On ne fera pas ça, on va commencer par 3 ou 4. Et là, c'est là où je dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La police ne tient pas le quartier. La police n'est pas présente la nuit. Elle fait des coups. Vous savez que la police, quand elle vient, tout le monde la harcèle. C'est-à-dire que nos policiers sont harcelés jour et nuit. Dès qu'ils arrivent, c'est cocktail Molotov, on arrache les gens des voitures, on les tabasse, etc. Donc, j'allais dire que quasiment nos policiers, c'est une cristallisation de la violence. Donc il ne faut pas qu'ils soient là. Il ne faut pas qu'ils soient là. Donc vous me dites, qu'est-ce qu'on va faire pour rétablir, j'allais dire, la sécurité, l'esprit sécuritaire? Il faut que les gens qui sont dans les quartiers, les civils qui sont dans les quartiers, puissent descendre acheter leur pain le soir à 20h, puissent se promener dans les rues. Et comment vont-ils faire? Eh bien, nous mettons, je dis, à ce moment-là, je fais ce que j'ai fait moi. Vous mettez une unité d'active qui ira au pied des immeubles et qui restera le temps qu'il faudra. Armé ou non? Avec leur arme, un militaire est toujours armé. Mais une forme d'armée de proximité qui passe par une reconquête des territoires. Voilà, reconquête des quartiers et des cœurs. Une espèce de garde nationale. Mais vous ne faites pas ça sur 1000 quartiers, vous allez faire ça pour 4 ou 5. Et ça durera un certain temps. C'est-à-dire que la reconquête des quartiers et des cœurs, pour moi, il faut 12 à 15 mois. Et sur ce 12 à 15 mois, vous allez avoir vos militaires qui vont rester peut-être 15 jours. Le temps que les policiers reviennent, le temps que les commerces rouvrent, que les médecins reprennent leur place, que les pompiers puissent intervenir, qu'on enlève les voitures brûlées, que l'on repeigne les cages d'escalier. Vous voyez, il y a tout pendant 3-4 mois, il y a tout un process. Et ça s'appelle un état de siège? Voilà. Alors ça s'appelle ce que vous voulez, mais un état de siège, peu importe ce que ça s'appelle. Quand vous avez mis les Français pendant 2 ans, vous avez mis chez eux avec les masques, ils ne bougent plus, ils n'ouvrent pas la fenêtre, ils ferment la fenêtre, on ne sait plus où on en est. Vous avez eu un état de siège où vous avez la République qui s'est comportée en dictature quasiment. Donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire dans les quartiers extrêmement difficiles, où on sait qu'aujourd'hui vous avez des trafics d'armes, où on n'y va plus parce que vous êtes atteint par les kalachnikovs, etc. Il faut commencer par travailler sur ces quartiers-là. Je vous donne mon billet, je vous parie mon billet, que quand vous aurez fait 4 ou 5 quartiers sur 15 mois, je dis 15 mois, que la population aura compris l'acte que je veux faire, eh bien vous verrez que tout ça se passera très très bien. Qu'est-ce qui ferait que ça marche plus que des policiers? Eh bien, les policiers, d'abord, les policiers sont des fonctionnaires, et les fonctionnaires, ils ne sont pas là pour se faire tuer. D'accord? Ni se faire tabasser. Et donc, vos policiers, moi, je vois que les policiers, ils ne tiennent pas le terrain. Je veux dire que vos policiers aujourd'hui... Oui, mais ça, vous avez raison. Mais qu'est-ce qui ferait que ça serait différent? Vous faites un signal fort. Vous avez un signal fort. Les soldats, d'abord, les armées françaises sont très appréciées. Dans le public, vous voyez les sondages d'opinion sont appréciés. La deuxième chose, c'est qu'ils sont en armes. C'est-à-dire qu'on ne rigole pas, quoi. Et puis, vous ne saurez jamais si le soldat va ouvrir le feu ou pas. Rappelez-vous Sentinelle. Sentinelle, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, à la gare Saint-Charles, des sentinelles, il y a deux jeunes étudiantes qui ont été égorgées sur le parvis de la gare Saint-Charles. Il y a des soldats sentinelles qui sont arrivés, ils ont ouvert le feu, ils ont tué en 3 coups de cuillère à peau les trucs. Personne n'en a parlé, personne n'a évoqué. Tout le monde a dit c'est normal que la République reprenne sa place. Donc je dis il y a ça. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qu'on oublie peut-être aussi, c'est que les armées, ce sont des gens jeunes, des gens jeunes qui ont le même âge que les gens qui sont dans le quartier. En général, pardonnez-moi, mais vous n'avez pas répondu à la question d'Yvan Rioufol sur le risque que dans ces quartiers-là, alors c'est pas dans 1000 quartiers, mais 4-5 si j'ai bien compris, il y a un risque de guerre entre les guerres civiles, entre certains délinquants qui tiennent ces quartiers-là, qui vont voir arriver des militaires armés et qui pourraient donc entrer en guerre civile avec ces militaires. Écoutez, à ce moment-là, il faut accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que vous acceptez, vous, avec ce que vous me dites, vous acceptez que la France, finalement, se sépare de ces 1000 quartiers, voire dans les 2000 dans l'an prochain. Et qu'à ce moment-là, vous avez une scission de la société et que vous applaudissez dès demain. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Pas vraiment dit ça, mais... Ah oui, mais je vous le dis. Est-ce qu'il vaut mieux, aujourd'hui, avoir des bandes qui font le coup de feu en permanence, et la République est hors de ces quartiers, on ferme les yeux, on continue de payer, ou faut-il essayer de reconquérir les quartiers avec, comme je vous le dis, une dissuasion avec les soldats? Et je suis à peu près certain qu'il n'y aura pas de guerre civile. Je suis certain. Parce que nos soldats sont des gens extrêmement sérieux, compétents, et qui sauront faire la part des choses. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les 4. L'info se poursuit sur CNews.